C'est bon? Alors donc, comme on a fait la dernière fois, donc l'idée de base, s'il vous plaît, ça, on ne va pas l'effacer, c'est promis. D'accord? Mais par contre, il y aura des modifications. Donc ça veut dire que vous le laissez de côté. Tout à l'heure, vous allez le compléter, donc je vais vous le laisser. Mais donc, pour le moment, vous essayez donc de suivre cette démonstration. Alors, donc comme je disais, l'idée de la création d'un objet RMI, d'une application client-serveur RMI, nécessite de suivre une démarche. Alors, quelle est la démarche? On va commencer par créer un projet Java. Alors, on va l'appeler RMI Server. Alors, l'idée de base, c'est de créer une application client-serveur. Donc, dans le cas de RMI, donc, il faut créer un objet distant. Alors, pour créer un objet distant RMI, on aura tout d'abord besoin de créer son interface. Ça, c'est la première étape, créer l'interface. Alors, notre objet s'appelle banque RMI Service. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de convertir un montant de l'euro en dirham, consulter un compte et consulter une liste de comptes. Alors, on va créer une interface. Alors, cette interface, on va l'appeler iBank Remote. Alors, le mot remote, c'est-à-dire distant. C'est l'interface de l'objet distant. Alors, on va utiliser un package qu'on va appeler RMI. Peu importe. Alors, sauf que dans la version RMI classique, donc vous aurez besoin, cette interface doit respecter un certain nombre de règles. La première, c'est que cette interface doit obligatoirement hériter d'une interface qui s'appelle Remote. C'est la première des choses. Alors, vous allez comprendre par la suite pourquoi cette interface doit hériter de l'interface Remote. Alors, bien sûr, l'interface Remote, c'est une interface du package RMI. Et après, on commence à déclarer les méthodes. Alors, je veux créer un service RMI qui permet de consulter, de conversion d'un montant de l'euro en dirham, par exemple. Donc, je donne un montant et après, je vais le convertir. Alors, la deuxième condition que doit satisfaire donc, cette interface, c'est que toutes les méthodes doivent lever l'exception remote exception. Ça veut dire qu'il faut ajouter throws remote exception. Alors, vous voyez donc, une interface remote, c'est une interface qui doit respecter deux règles. La première, héritée de l'interface remote. La deuxième, toutes les méthodes doivent lever l'exception remote exception. C'est tout à fait normal, parce que ces méthodes-là, elles sont faites pour être accessibles à distance. Et faire appel à une méthode à distance, ça peut générer des exceptions. Alors, généralement, quand il y a un problème d'accès, RMI, qui, à travers, bien sûr, ses intermédiaires, il génère une exception de type remote exception. Alors, la même chose ici. Donc, j'ai besoin de consulter un compte. Consulter compte. Alors, je donne comme paramètre le code. Alors, la même chose, throws remote exception. Alors, bien sûr, ici, donc, consulter un compte. Donc, le compte, c'est un objet métier, n'est-ce pas? Il faut le créer. Alors, on va créer la classe compte. Créer la classe compte. Alors, si vous voulez, donc, la classe compte, c'est un objet métier. On va juste le séparer. Parce qu'en fait, dans la couche service, dans la couche RMI, parfois, vous avez besoin de faire appel à la couche métier. Alors, je vous rappelle l'architecture. On est dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que vous avez déjà une couche métier dans laquelle vous manipulez des comptes, n'est-ce pas? Et après, vous voulez créer un service RMI. Vous voulez créer un objet RMI. Alors, cet objet-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet à un client distant, à une autre application qui se trouve dans une autre machine, de faire appel à des fonctionnalités à distance. D'accord?
Alors donc ici je vais mettre le package métier pour séparer les rôles. Alors bien sûr je peux mélanger les packages, vous savez l'histoire des packages, vous pouvez toujours le choisir comme vous voulez. Alors en fait la classe compte c'est une classe qui doit être sérialisable. Pourquoi? Donc j'ai déjà expliqué la dernière fois ça. Quand vous dites je veux consulter un compte, consulter un compte ça veut dire que où est-ce qu'on va créer le compte? On va le créer dans une machine. C'est que on va créer un compte ici et on va l'envoyer vers une autre application. Alors le fait de faire passer un objet d'une machine vers une autre, c'est la sérialisation. Alors il dit que donc les objets qui sont déclarés dans l'interface remote doivent être sérialisables. Parce qu'on a déjà vu avec Java, pour qu'un objet soit sérialisable, il doit respecter une condition, c'est qu'on devrait implémenter l'interface sérialisable. Alors généralement, toutes les structures de données manipulées dans une application, généralement, c'est des classes qui sont sérialisables. Alors, on sait qu'un compte est défini par un code, un SOD, qui est de type double, la date création, de type date, après le reste, donc un constructeur sans paramètres, qui est obligatoire généralement dans le cas des JavaBeans, un constructeur avec paramètres qui est au choix. Et après les getters et setters. Donc je suppose que je manipule des comptes. Voilà, ça c'est la classe compte. Je complète l'interface. Donc la troisième méthode doit permettre de consulter une liste de comptes. Liste compte. Pas de paramètres. La même chose, throws, remote, exception. Alors, voilà ce que vous voyez donc ici. Donc, c'est la première étape. Donc, si vous voulez créer une application distribuée, un objet distribué, vous voulez créer une application client-serveur, ça veut dire que vous voulez créer un objet qui contient des méthodes. Ces méthodes peuvent être appelées à distance. Donc, la première étape, c'est de créer tout d'abord l'interface remote. Et l'interface remote donc, devrait respecter les deux règles. C'est hériter de l'interface remote, de RMI, et on aura besoin de lever les exceptions remote exception. C'est bon, la première partie. Alors, l'étape suivante, maintenant, il faut implémenter le service. C'est-à-dire, ça c'est la description du comportement. Maintenant, on va implémenter le comportement. Donc, on va créer une classe dans le package RMI. C'est la couche RMI, si vous voulez, la couche service, qu'on va appeler banque RMI service. Donc, c'est un service RMI. Alors, la même chose, la classe, l'implémentation. Alors, comme je disais, donc l'implémentation d'un service RMI devrait également respecter un certain nombre de règles. La première, c'est qu'un service RMI devrait hériter d'une classe. En fait, on aura besoin d'hériter de ce qu'on appelle le skeleton. N'est-ce pas? Alors, vous savez que le skeleton, c'est quoi? C'est un objet qui définit un petit service, un service d'écoute, un petit serveur multithread qui permet d'ouvrir un service d'écoute pour accéder à l'objet à distance. S'il vous plaît. Alors maintenant, généralement, il existe plusieurs implémentations de ce skeleton, si vous voulez. Alors, d'une manière générale, on utilise une classe qui s'appelle Unicast Remote Object. Alors, en fait, Unicast Remote Object, généralement, on l'utilise quand vous voulez si vous voulez créer un objet qui contient des méthodes. Et après, par la suite, il y a des applications clientes qui vont se connecter à ce service pour faire appel à ce service, c'est-à-dire pour faire appel aux méthodes à distance. Alors, ça, c'est la première règle, c'est qu'un service RMI devrait hériter de la classe Unicast Remote Object. Alors, bien sûr, Unicast Remote Object, c'est une implémentation, mais après, on va voir, il y a d'autres protocoles, par exemple, il y a Multicast, il y a d'autres classes qui permettent de définir d'autres manières de communiquer. D'ailleurs, quand on a fait le cours sur les sockets, on a vu qu'il y a la possibilité de faire
une application classique client-serveur, c'est-à-dire que le client envoie la requête, il reçoit la réponse. Mais également, il y a la possibilité de faire une communication peer-to-peer, c'est-à-dire un client qui communique avec un autre client, mais à travers le serveur. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser une autre classe. Alors, Unicast Remote Object, c'est-à-dire que vous êtes ici en train de faire une communication dans le sens client-serveur. Alors, la deuxième condition, c'est qu'on aura besoin d'implémenter l'interface. Alors, l'interface, c'est eBank Remote. Donc, c'est l'interface qu'on vient de créer. Alors, bien sûr, si vous implémentez l'interface, vous aurez besoin de redéfinir toutes les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Mais en même temps, vous aurez besoin de créer un constructeur. D'ailleurs, vous voyez, il est souligné en rouge. Vous aurez besoin de créer un constructeur. Et le constructeur lui-même, il devrait lever l'exception Remote Exception. Alors, d'ailleurs, si vous cliquez sur l'erreur, il vous propose d'ajouter un constructeur sans paramètres ou bien un constructeur avec paramètres. Ici, un constructeur sans paramètres. Alors, vous voyez donc le constructeur lui-même, il lève l'exception Remote Exception. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous créez un objet de votre classe, c'est-à-dire de la classe Banks et RMI Service, automatiquement, il y a création d'un objet Unicast Remote Object. Et là, dans ce cas-là, Unicast Remote Object va représenter le skeleton. Et qu'est-ce qu'il va faire Unicast Remote Object? Il ouvre un service d'écoute, ça veut dire qu'il va créer un objet Server Socket. Il ouvre un service d'écoute en utilisant un numéro de port. Alors ici, le numéro de port, on ne l'a pas fixé. C'est-à-dire qu'il va choisir un numéro de port aléatoire. Alors si vous voulez fixer ce numéro de port, pour chaque objet créé, vous pouvez utiliser un constructeur avec paramètres. Vous donnez comme paramètre int le port. Et dans ce cas-là, vous utilisez ici super port. Alors si vous créez un constructeur avec paramètres comme ça veut dire quoi? Quand je crée l'objet service RMI, je fixe le numéro de port. Mais généralement, vous n'aurez pas besoin, hein, c'est déconseillé. Donc, bien sûr, vous pouvez l'utiliser si jamais il y a besoin. Mais d'une manière générale, on utilise le constructeur sans paramètres. Ça signifie que le numéro de port va être généré d'une manière aléatoire. Alors maintenant, on va compléter l'implémentation. On va par exemple convertir un montant de l'euro en dirham, oui. Dans le cas qu'on fixe le port, ça veut dire que tous les objets vont avoir le même port. C'est-à-dire toutes les instances de cette classe. Toutes les instances de cette classe, ils vont utiliser le même port. Alors, quand vous utilisez... en fait, ce n'est pas qu'ils vont utiliser le même port. C'est-à-dire que pour chaque instance, c'est à moi de fixer le numéro de port. Je peux créer une instance avec le port tel, je crée une autre instance avec le port. Mais c'est à moi de fixer les numéros de port. Mais généralement, on n'a pas besoin de fixer le port. Pourquoi? Parce qu'il va être publié dans l'annuaire. C'est ce qu'on va voir. Alors ici, on va retourner le montant. On va supposer que convertir un montant de l'euro en dirham, c'est le montant multiplié par exemple, 11,3. Donc c'est juste un petit calcul, n'est-ce pas? Alors, consultez le compte. On va créer un compte. CP égale new compte avec un code 1 avec un solde aléatoire mat.random multiplié par exemple 9000 et avec une date système new date. Ici donc je vais retourner le compte. Alors ici donc je retourne une liste de comptes, donc je vais créer une liste de comptes. New array list. Après, je vais ajouter quelques comptes avec la méthode add. Alors, je vais ajouter un compte avec un code égal à 1, 2, 3. Alors, comme vous le constatez ici, ce n'est pas le traitement qui nous intéresse, parce qu'en principe, pour faire le traitement, on aura besoin de faire appel à la couche métier. La couche métier va faire le traitement, il se connecte à la base de données, on récupère des comptes et après on va les retourner, n'est-ce pas? Alors ici, donc, qu'est-ce que je retourne à la fin? C'est les comptes. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient maintenant de créer le service RMI. On a créé l'objet distant, on a implémenté. Alors maintenant, pour que ça marche, il nous faut un serveur RMI, n'est-ce pas? Maintenant, le serveur RMI, c'est ce qu'on va créer, c'est une application qu'on va créer.
classe serveur RMI. Alors on peut la mettre dans le package par défaut. On aura besoin de créer la méthode main. Alors en fait, le serveur RMI, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas grand-chose, il fait deux choses. La première, alors je reviens à l'architecture de tout à l'heure. La première, c'est qu'il va instancier l'objet, il va créer l'objet. La deuxième, c'est qu'il va publier sa référence dans l'annuaire. Bon, ça veut dire que vous aurez besoin de deux instructions. New, et après une instruction qui vous permet de publier la référence dans l'annuaire. Alors c'est ce que je vais faire ici. Alors je vais créer l'objet distance, c'est banque RMI service. Donc ça c'est l'objet distant, OD, égale new, banque, c'est bien ça, RMI service, banque RMI, OD égale new, banque RMI service. Alors il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi je n'arrive pas à accéder au constructeur? Parce que dans la classe banque RMI service, il faut remarquer le constructeur. Alors, c'est parce que je l'ai généré. Alors, comme je l'ai généré par défaut, il a utilisé l'autorisation protected. Alors, quand c'est protected, ça veut dire que je dois être dans le même package. Or, je ne suis pas dans le même package, donc je n'ai pas le droit de créer l'instance. Alors, il y a deux solutions. Donc, ici, dans notre cas, on va le rendre public. Alors, ne soyez pas étonnés parfois si vous avez ce genre de situation. Alors, contrôle espace, généralement, ça vous permet de retrouver le constructeur. Alors, vous créez maintenant un objet. Et quand vous créez l'objet, automatiquement, il y a création de l'objet unicast remote object. Et vous savez que le constructeur élève l'exception remote exception. Pourquoi il peut la lever? Parce qu'il se peut que le port soit occupé, il se peut que, par exemple, il y a un firewall qui empêche d'utiliser ce port, etc. Donc, on aura besoin de faire try catch exception. Alors, ça, c'est la première. Donc, je crée l'objet. La deuxième, c'est que j'ai besoin de publier sa référence. Alors, pour publier la référence de l'objet dans l'annuaire, on va utiliser une classe qui s'appelle naming. Il y a une méthode qui s'appelle rebind. On va donner le nom et on va spécifier l'objet. Alors maintenant, on aura besoin de publier la référence de l'objet dans l'annuaire. Où se trouve l'annuaire? Alors il faut spécifier l'adresse. On utilise généralement l'adresse RMI, il faut spécifier l'adresse IP où se trouve l'annuaire. Parce que l'annuaire, c'est un programme qui doit démarrer ailleurs. Alors on va utiliser ici local host. Le port utilisé par l'annuaire RMI, généralement par défaut, c'est 1099 / le nom de l'objet. Alors l'objet, on va l'appeler BK. Et l'objet distance s'appelle OD, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je crée l'objet et je vais me connecter à l'annuaire. Ça suppose que l'annuaire se trouve dans la machine du serveur en local et qu'il utilise le port 1099. D'accord? Alors maintenant, bien sûr, si vous exécutez ce serveur-là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il va tenter de se connecter vers l'annuaire et que l'annuaire n'est pas démarré. C'est-à-dire qu'avant de démarrer le serveur, il faut tout d'abord démarrer l'annuaire. Alors en fait, il existe plusieurs moyens pour démarrer l'annuaire. Soit que vous faites appel à un programme qui est fourni par Java. Alors vous pouvez le voir. Alors si vous regardez le GDK, Program Files, Java, dans bin, vous allez trouver un programme qui s'appelle RMI Registry. Il est là. Alors, RMI Registry, c'est un annuaire RMI. Donc, c'est-à-dire, en principe, sur ligne de commande, vous le démarrez. Donc, ça veut dire que vous avez l'annuaire démarré. Alors, généralement, c'est un petit programme qui est fourni, vous pouvez l'utiliser, mais généralement, on ne l'utilise pas. Pourquoi? Il existe un autre moyen, parce que dans votre application vous-même, avec Java, vous pouvez démarrer l'annuaire. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, on ne va pas démarrer l'annuaire sur les lignes de commande. On va le démarrer directement
au niveau du serveur. C'est-à-dire qu'avant de démarrer, avant d'exécuter, de publier, on va tout d'abord démarrer l'annuaire. Alors pour démarrer l'annuaire, on va utiliser une classe qui s'appelle locate registry avec la méthode create registry et on va spécifier le port. Quel port? C'est 1099. Alors qu'est-ce qu'il fait cette opération? Il permet de démarrer l'annuaire et l'annuaire utilise le port 1099. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, cette instruction, il vous permet, c'est l'équivalent de démarrer ce petit programme. Alors sauf que c'est beaucoup mieux de le faire comme ça dans votre application parce que c'est personnel, vous personnalisez l'application qu'on voulez. Alors maintenant, vous pouvez le démarrer au niveau du serveur comme vous pouvez le démarrer dans une autre application indépendante. Ça veut dire que vous créez une autre application qui ne permet que de démarrer l'annuaire. Alors on va le laisser comme ça. Maintenant, avant de démarrer le serveur, on va juste afficher l'objet distant. On va faire appel à la méthode toString dans l'objet distant. Vous savez que l'objet distant, il hérite de la classe unicastRemoteObject. On va afficher la méthode toString juste pour voir que la méthode toString, c'est elle qui va retourner la référence de l'objet distant. Comme ça, on peut voir qu'est-ce qui a été publié dans l'annuaire. Et d'ailleurs, quand vous utilisez la méthode rebindOD, alors par défaut, il va publier le résultat de la méthode toString de l'objet dans l'annuaire. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ici. Donc j'exécute run Java application. Alors pour le moment, cette application, il affiche que ça. Alors regardez ce qu'il affiche. Il vous affiche la référence de l'objet distant. On a créé l'objet, il a affiché ce qui a été publié dans l'annuaire. Alors vous voyez donc, dans cette référence, il y a beaucoup d'informations. Parmi les informations, il y a l'adresse IP, il y a le port. Donc, le port, il a été choisi aléatoirement. Mais également, il y a l'adresse mémoire de l'objet. Enfin, donc l'adresse mémoire de l'objet, donc forcément, elle est publiée dans l'annuaire. Mais en plus de ça, il y a d'autres informations techniques qui vont être ajoutées. Comme vous le constatez, cet objet appartient à quelle classe? Il est de quel type? Il est de type unicast. Hein? Donc ça ne vous concerne pas, c'est des détails qui concernent RMI. Parce qu'après, le client, quand il va récupérer la référence, voilà ce qu'il va récupérer. Mais on sait que quand on récupère cette référence, ce qui nous importe côté client dans un premier temps, c'est l'adresse IP, le port et l'adresse mémoire. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, ce qui vient de se passer, c'est ça. Nous avons démarré le serveur. Le serveur a créé l'objet. Quand il crée l'objet, il crée automatiquement l'objet unicastRemoteObject. C'est le skeleton. Il va publier sa référence dans l'annuaire. Alors maintenant, ça reste. Cet annuaire-là, comment le démarrer? Dans notre cas, c'est le serveur qui l'a démarré tout d'abord avant de créer l'objet et avant de publier. Sinon, il fallait se débrouiller de démarrer l'annuaire indépendamment avant de démarrer le serveur. Alors maintenant, l'étape qui reste maintenant, vous voyez donc qu'on a créé notre serveur. Le client maintenant, dans le client, on aura besoin de faire lookup. Je connais le nom de l'objet, je récupère sa référence. On va voir qu'on aura besoin de créer un intermédiaire qui est le stub, qui va établir la connexion avec le skeleton. Et après, par la suite, pour que le client fasse appel à une méthode, par exemple conversion, le client appelle la méthode conversion, et c'est le stub qui va se charger de faire appel au proxy côté serveur, qui est le skeleton. Lui va appeler la méthode, il récupère le résultat, il retourne le résultat au stub, et après c'est le stub qui va fournir le résultat au client. Alors donc on va maintenant créer la partie client. Alors pour voir maintenant qu'est-ce que dans un projet client, on va créer un projet indépendant, un nouveau projet. Ça veut dire quoi un nouveau projet? Ça veut dire que je suis dans peut-être je suis dans une autre entreprise. Je viens de créer maintenant, il y a une entreprise qui vient de créer un service. Alors maintenant, il y a une autre application peut-être dans un autre contexte qui a besoin de créer un objet qui a besoin de communiquer avec ce service-là RMI. Alors, l'objet, le projet, on va l'appeler RMI client. Client RMI.
Alors si vous voulez, donc le serveur, il est déjà démarré. Vous voyez donc le seul moyen pour arrêter ce serveur-là, c'est de l'arrêter sur la console. Je l'arrête pour le moment, après je vais le redémarrer. Alors je vais oublier un petit peu maintenant le projet serveur et je reviens vers le projet client RMI. Elle est là. Alors maintenant, le client, il a besoin de quoi pour accéder au serveur? Alors le client a besoin de l'interface tout d'abord. Alors vous voyez donc l'interface, il est importante parce que le client, pour qu'il puisse communiquer avec l'objet distant, il aura tout d'abord besoin de son interface. Donc le client devrait avoir l'interface remote. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pour le moment, on va faire des copier-coller manuels, mais après on va voir que généralement on génère un fichier .jar qu'on va mettre côté client et qui va lui permettre donc d'accéder aux éléments nécessaires. Alors on va prendre l'interface remote. Alors je sais que l'interface remote se trouve dans le package RMI. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il garde son package. Hein? Donc c'est pour cela que je vais prendre le package RMI. Je vais faire un copier-coller. Copier. Et je le ramène dans la machine du client. Paste. Alors sauf que ici, bien sûr, je n'ai pas besoin de l'implémentation, n'est-ce pas? J'ai besoin que de l'interface. Donc je supprime l'interface, l'implémentation. Donc j'ai besoin de l'interface. Mais quand vous voyez l'interface, c'est normal, l'interface, il utilise la classe compte. Donc les données échangées, les classes sérialisables, ils devraient se trouver aussi bien côté client que côté serveur. Et du coup, donc, on aura besoin de prendre la classe métier, c'est-à-dire le package métier. Généralement, les entités manipulées, il faut les avoir dans les deux côtés. Donc, vous voyez donc le client, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de l'interface. Alors, on va créer l'application, le client RMI. Alors maintenant le client RMI, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'opération lookup. Alors je connais l'interface eBank Remote. Alors ça, si vous voulez, c'est le stub. Donc je vais créer maintenant le stub qui va me permettre de communiquer avec l'objet distant. Alors pour créer le proxy RMI côté client, c'est-à-dire le stub, on aura besoin d'utiliser la classe à nouveau naming.rebind. C'est pas rebind, c'est lookup. Donc je me connecte à l'annuaire. Où se trouve l'annuaire? RMI localhost, le port 1099, le nom de l'objet s'appelle BK. Alors ça veut dire quoi? Je fais lookup, j'envoie une requête vers l'annuaire, je donne le nom, qu'est-ce que je récupère là? La référence. Alors maintenant cette référence, on aura besoin de faire un casting vers l'interface. Parce qu'en fait, la méthode lookup, il retourne un objet de type. Alors, vous pouvez voir la signature de cette méthode. Alors, ici, on aura besoin de faire un try catch. Try catch pour compléter. Alors, bien sûr, donc vous avez plus de catch. Mal format URL exception, c'est-à-dire si l'URL est mal formé. Remote exception, c'est-à-dire si on n'arrive pas à accéder. Et après, vous avez not bound exception. Alors, quand est-ce qu'elle est générée, not bound exception? C'est que quand vous vous connectez vers un annuaire, vous faites appel à un nom qui n'existe pas. Il vous dit que le nom que vous demandez n'existe pas dans l'annuaire. Et dans ce cas-là, il génère not bound exception. Alors, généralement, vous savez que vous pouvez toujours simplifier et vous mettez catch exception. Alors la méthode, le cap, c'est une méthode qui retourne. Alors la méthode le cap, regardez ce qu'il retourne. Il retourne un objet de type remote. Alors vous savez que pour faire un casting vers l'interface eBank, alors que la méthode le cap retourne un objet de type remote, il y a une exigence. La condition c'est quoi? C'est que la classe eBank Remote doit hériter de l'interface Remote. Parce que si la classe eBank Remote, plutôt si l'interface eBank Remote n'hérite pas de l'interface Remote, on ne peut pas faire ce
ce casting. Vous avez compris maintenant pourquoi il est obligatoire que l'interface e-bank remote hérite de l'interface remote. Donc c'est pour une raison technique. Alors maintenant, si vous avez fait ça, vous avez fait tout. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette instruction? Vous venez de faire ça. Vous venez de faire le cap. Vous avez fait lookup, naming.lookup vers l'annuaire. Je connais le nom, je récupère la référence et automatiquement il crée le stub. Et le stub, qu'est-ce qu'il va faire? Il établit la connexion. Alors maintenant, si vous voulez appeler les méthodes de l'objet distant, vous n'avez qu'à appeler les méthodes directement. Par exemple, je veux appeler par exemple la méthode conversion, system.out.print stub.conversion. Il n'y a pas plus simple maintenant, n'est-ce pas? Alors, et ça, c'est de la programmation distribuée. Donc, j'appelle la méthode conversion. On dirait que la méthode conversion se trouve dans cette machine, mais en réalité, il se trouve quelque part. Alors, je consulte un compte. Je demande stub, je veux appeler la méthode compte. Je donne un code. Et après, je vais consulter une liste. J'affiche les informations sur le compte. Alors, le code égale, c'est cp.getCode. Le solde égale cp.getSolde. La date création égale cp.getDateCréation. Alors ça, c'est la consultation d'un compte. D'un compte. Alors ça, c'est toujours à distance. Alors je vais consulter la liste des comptes. Alors pour consulter la liste des comptes, donc j'ai besoin de déclarer une liste qui contient des comptes. C'est tab.listCompte. Et après vous faites une boucle. Pour chaque compte, C de la liste des comptes. J'affiche les informations sur le compte. Alors C, et j'affiche un séparateur. Voilà, alors ça c'est le client. Alors maintenant, est-ce que vous voyez, donc jusqu'à présent, on n'a pas vu les sockets, on n'a pas vu les server sockets, les threads et tout ça, on n'a pas vu. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ces RMI qui va faire le travail. Alors pour tester, on peut tester donc directement sur Eclipse. Je démarre le serveur. Donc run Java Server. Alors le serveur, il démarre l'annuaire et publie la référence dans l'annuaire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et après, je reviens vers le client et je démarre le client. Alors si je démarre le client, donc je vois bien qu'il n'y a pas de problème. Donc j'arrive à consulter les informations. Le client communique avec le serveur. Alors je fais sur ligne de commande parce que c'est là où vous allez voir donc l'aspect distribué. Je prends le chemin où se trouve le serveur. Le dossier bin. Je démarre le serveur. Alors serveur, il se trouve dans le package par défaut. Donc vous l'avez constaté la dernière fois. Si la classe se trouve dans un autre package, vous mettez package.class. Alors ici, donc ça c'est le serveur qui démarre. En principe, le serveur, et il vous affiche ici, c'est la référence de l'objet qui a été publié dans l'annuaire. Alors ça c'est le serveur et le client.
Alors, ça c'est CD, RMI client. Client RMI. CD bin, Java, client RMI. Donc le client, il reçoit bien l'information. Alors je vois rien au niveau du serveur. Il n'y a aucun message parce que je n'ai rien affiché, n'est-ce pas? Alors j'arrête le serveur. Je reviens vers l'implémentation de l'objet distant. Alors ici donc j'affiche un message. Consultation. Conversion du montant. Conversion du montant MT. J'affiche le message. Consultation des comptes, le code. Alors ici donc juste je vais rectifier. Tout à l'heure j'ai mis C1. Je mets le code, c'est-à-dire je consulte, je retourne un compte dont le code est le même qui a été envoyé par le client. Et là j'affiche le message consultation des comptes. Alors c'est juste pour afficher des messages. Alors je redémarre le serveur. Je démarre le client. Java client. Alors je vois le résultat, mais en même temps je vois des messages au niveau du serveur. Mais le serveur, il démarre tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut toujours appeler les méthodes. Il permet. L'essentiel, c'est que maintenant, nous sommes en train d'introduire la notion de la programmation objet distribué. Est-ce que vous avez compris cette première partie? Alors maintenant, tout à l'heure, je vais arrêter le serveur. Alors tout à l'heure pour le client, pour que le client puisse fonctionner, on a dû copier dans le projet du client la classe compte et la classe et l'interface et banque. On a dit que le client a besoin de l'interface de l'objet distant, mais également il a besoin des classes sérialisables, ce qui est normal, n'est-ce pas? Alors le fait de faire copier-coller le code source d'un projet à l'autre, c'est pas assez pratique. C'est-à-dire que une entreprise, quand il veut généralement créer une application pour accéder à une autre application dans une autre machine, on ne fait pas souvent ça. Alors c'est la raison pour laquelle, ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Je supprime la classe compte, delete, au niveau du client. Et je supprime également l'interface. Alors bien sûr, votre client RMI, il peut pas, oui, donc ça ne va pas marcher. Pour que le client RMI puisse fonctionner, il a bien besoin de l'interface et de la classe compte. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour avoir ces éléments ici, donc je reviens au serveur. Alors au niveau du serveur, une fois que je crée l'application, je vais générer un fichier .jar. Alors, vous savez que pour générer un fichier .jar, donc j'utilise export Java, jar file. Je veux générer un fichier .jar dans lequel je vais choisir quels sont les éléments que je dois mettre. Alors dans le projet serveur, j'ai le package. J'ai besoin tout d'abord de la classe compte. Et j'ai besoin, alors pour default package, je ne vais rien mettre, n'est-ce pas? Parce que dans ce fichier .jar, donc je vais générer un fichier .jar qui contient que les éléments dont le client aura besoin. Alors, dans le package RMI, je n'ai pas besoin de la classe, j'ai besoin que de l'interface. Alors le fichier .jar, on va lui donner un nom. Si vous voulez ce fichier .jar, on peut le mettre là où on veut, on le génère pour le moment dans le bureau. Par exemple, j'ai un dossier B. Si vous voulez proxy RMI. Alors on va l'appeler client.jar. Enregistré, on peut l'appeler comme on veut. Next. Finish. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'avoir un fichier .jar
qu'on a dans le dossier proxy RMI. C'est un fichier .jar. La taille, c'est 2 kg. Alors, vous savez, si vous voulez voir qu'est-ce qu'il contient, c'est un fichier .jar. Un fichier .jar, c'est comme un fichier .zip, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à changer l'extension. Et vous mettez extraire. Alors, ce fichier .jar, qu'est-ce qu'il contient? Il contient RMI, il contient iBankRemote.class, il contient l'interface, il contient compte.class. Il n'y a plus de code Java, il y a le point class, le bytecode, n'est-ce pas? Après, quelques autres éléments qu'il ajoute dans le jar. Alors ici, donc, en principe, nous, ça c'est le fichier .zip, on va le ramener vers l'extension .jar, parce qu'on va l'utiliser en tant que jar. Alors maintenant, ce fichier-là, .jar, on en aura besoin au niveau du client. Alors si vous voulez qu'il soit dans le projet du client, on va faire appel, on va vers le projet client et on va le copier. Paste. Alors vous venez d'avoir un fichier .jar, mais ce fichier .jar, pour qu'il puisse être utilisé, ben, il faut l'ajouter au class path, comme on a fait la dernière fois. Donc les propriétés, Java build path libraries add jar. Je vais ajouter le fichier .jar qui est client.jar. Alors vous venez d'ajouter maintenant le fichier .jar et vous allez voir que les erreurs vont disparaître, parce que maintenant maintenant le client a utilisé un fichier .jar. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'interface et les éléments nécessaires pour accéder au serveur. Alors, si vous exécutez le serveur et vous revenez à Eclipse, vous exécutez le client, alors vous allez voir, ça marche toujours, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez exécuter, faites attention, parce que si vous n'avez pas l'habitude de le faire, si vous voulez exécuter le client sur ligne de commande, cette fois-ci, il y a une exception. Il vous dit que l'interface iBank n'existe pas. Or, il existe, mais il existe dans un fichier .jar. Comme quoi, si vous voulez exécuter sur ligne de commande, il faudrait spécifier le class path. Maintenant, il existe, parce que vous savez, quand vous exécutez sur Eclipse, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a accédé Java build path, on a ajouté le jar, et quand vous ajoutez le jar, automatiquement, il y a dans un projet Eclipse. Alors si vous affichez la fenêtre navigateur, alors on est sur client RMI. Alors dans un projet Eclipse, vous allez voir généralement qu'il y a toujours un fichier qui s'appelle .classpath, n'est-ce pas? Le fichier .classpath, qu'est-ce qu'il contient? Généralement, regardez. Alors quand vous dites propriété Java build path add jar, qu'est-ce qu'il fait? Alors tous les jars que vous ajoutez, il va les déclarer dans ce qu'on appelle le class path. Et ce class path là, c'est devient Eclipse, c'est-à-dire quand vous exécutez sur Eclipse, il n'y a pas de problème. Mais si vous exécutez indépendamment, ce fichier .classpath ne sert plus à rien, parce que ça concerne que Eclipse. Et du coup, donc si vous voulez exécuter sur ligne de commande, il faut faire ça, Java -cp. Alors -cp, c'est-à-dire je veux exécuter en utilisant, je vais ajouter au class path. Et qu'est-ce que je vais ajouter au class path? Je sais que le fichier .jar se trouve dans le dossier client RMI. Donc je vais utiliser client.jar. Ça veut dire que je spécifie le chemin où se trouve le .jar. Et après la classe s'appelle client RMI. Alors ça c'est l'exécution d'une application Java, mais sachant un fichier .jar. Alors il n'arrive pas à trouver quelque chose, la classe. Alors pourquoi? Le problème, c'est pas dans le fichier .jar. Maintenant, il vous dit que la classe client RMI n'existe pas. Or, il existe.
ça c'est l'histoire de ClassPath. Vous savez que quand vous définissez la variable d'environnement ClassPath, ça c'est dans Java d'une manière générale. Quand vous mettez -cp, il faut mettre, dans le ClassPath, il faut mettre point, point virgule, après le chemin. Alors ça veut dire quoi, point, point virgule? Ça veut dire que vous êtes en train de dire à la machine virtuelle, quand je fais appel à une classe, tu cherches tout d'abord dans le dossier courant, dans le projet courant. Si tu ne trouves pas, tu vas chercher dans les autres fichiers .jar. Alors si vous avez encore un autre chemin, vous mettez encore point, virgule, et vous ajoutez le chemin. Alors vous voyez donc le point ici que nous avons oublié tout à l'heure, c'est lui qui fait qu'il n'a pas trouvé la classe client. Alors maintenant ça marche, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais essayé comme ça sur ligne de commande. Alors, ça, c'est des petits détails qui permettent de montrer comment utiliser le ClassPath. Alors, l'autre solution... Alors, c'est quoi l'autre solution pour exécuter c'est-à-dire pour configurer le ClassPath? L'autre solution, c'est d'aller vers les variables d'environnement, paramètres, variable d'environnement, et vous allez trouver, alors il y a une variable d'environnement qui n'existe pas au début, vous la créez. Vous créez une variable qui s'appelle ClassPath. Et qu'est-ce que vous allez mettre comme chemin? Vous mettez point, point virgule, C2 points, slash. Alors maintenant notre chemin, je ne sais pas si je l'ai encore ici. Je prends le chemin du projet. Slash client. مزيان. Alors, vous êtes connecté ou là hors? Est-ce que vous êtes en mode connecté ou bien en mode déconnecté? Moi, je TCP ou là UDP. Alors, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont UDP. Alors, je les vois déjà derrière. Alors, client.jar. Alors, si vous faites ça, c'est la manière avec laquelle vous configurez généralement le ClassPath, si vous voulez. Alors, dans ce cas-là, il va falloir, vous savez, quand vous changez une variable d'environnement, il faudrait relancer. Alors, j'ai dû quitter... Ça, c'est le serveur. Bon, le serveur, je le laisse tranquille. Je relance la ville de commande. J'ai le chemin du client, bin, Java, client. Alors maintenant, je n'ai plus besoin de mettre -cp parce qu'il fait appel à la variable d'environnement ClassPath, n'est-ce pas? Alors l'autre solution pour créer ça, c'est vous créez tout simplement un lanceur d'application. Alors pour créer un lanceur, dans source, on va créer un fichier new file. Vous l'appelez client, un fichier .bat. Ça fait un script. Alors Windows c'est un .bat, sous Linux c'est un sh. Alors je crée un fichier .bat. Alors dans ce fichier là je l'ouvre, open with text editor, c'est un fichier texte. Ben, tout simplement vous tapez Java client et Rémi. C'est passé comme ça, voilà. C'est-à-dire ce script là qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut exécuter client et Rémi. Sauf que pour exécuter client RMI, on a besoin d'utiliser set ClassPath égale point virgule. Je mets le chemin. Et le chemin pour moi c'est point slash client .jar. Alors ça c'est un fichier .bat. Alors maintenant si vous êtes sur ligne de commande ici, dans ce cas-là vous faites appel au fichier, comment on l'appelait déjà? Client.bat. Et ça marche. Alors maintenant, même si même si la variable d'environnement va supprimer, alors comme ça vous êtes sûr de votre configuration.
Bien sûr, vous ne pouvez pas dépendre de... Je ne dois pas demander à l'utilisateur si tu veux que l'application s'exécute, tu vas vers ClassPath, tu crées. Donc, généralement, on ne fait pas ça. Donc, l'autoconfiguration de l'application devrait régler ce problème. Alors, j'ai supprimé donc ClassPath. Je dois relancer pour un invite de commande. Le chemin CDI. Bin. Client.bat. Alors ici, donc c'est bon. Alors, vous voyez donc, mais il affiche, regardez, il affiche cette classe path, il affiche les commandes exécutées. Mais si vous voulez qu'il ne l'affiche pas, qu'est-ce que vous faites généralement? Echo off, etc. Donc, il faut revenir aux commandes, c'est-à-dire du script, etc. Bon, ça c'est le. Alors, tout ça, donc, jusqu'à présent, fait les 10 dernières minutes, vous voyez donc qu'il n'y a rien avec RMI, ça, n'est-ce pas? C'est juste comment exécuter une application, comment lancer, mais en tout cas, le principe de RMI, on l'a vu. Mais généralement, même avec ce point BAT, c'est bien, mais on peut également générer un jar exécutable. En fait, un jar exécutable, c'est un fichier .jar, mais qu'on peut lancer sur ligne de commande. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre le principe. Alors, tout à l'heure, juste après, on va essayer donc de voir un exemple d'application. On va revenir au petit jeu qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire le jeu aléatoire. On va juste voir quelle est la différence entre ce que nous avons fait la dernière fois et comment le faire avec RMI. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide avec RMI. Alors ça, c'est la première page. Allez-y, donc on va le faire, mais cette fois-ci, donc vous allez me dire ce que je dois faire en principe. Alors on va créer tout d'abord le projet pour le serveur, comme tout à l'heure. Donc serveur jeu RMI. Alors, donc, le serveur RMI, pour nous, donc, il doit commencer par créer un objet qui devra générer un nombre aléatoire qui est compris entre 0 et 1000. Et par la suite, donc, les clients vont deviner le nombre secret. Et bien sûr, quand on va deviner le nombre secret, donc, on va recevoir un message de la part du serveur. Alors, ce message peut être, comme je disais, votre nombre est plus grand comme indication, ou bien votre nombre est plus petit, ou bien bravo, vous avez gagné. Dans ce cas-là, on va arrêter le jeu. Donc ça, c'est le problème posé. Alors pour faire ça, alors si vous vous rappelez la dernière fois avec les sockets, on s'est lancé tout d'abord par la création d'un serveur multithread, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce n'est plus le cas. Vous allez directement vers le fonctionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux créer un jeu. Donc je crée un objet distant, jeu implémentation, mais avant ça, on va créer l'interface. Alors c'est ce qu'on va faire. On va créer l'interface remote, qu'on va appeler iJeu remote. On va utiliser le package, ça c'est si vous voulez le package jeu ou RMI ou comme vous voulez. Alors je vous rappelle que l'interface doit hériter de l'interface remote. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on doit permettre au client? Le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer. Alors, public, string, jouer. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va deviner le nombre secret. Le nombre. Et qu'est-ce qu'il va recevoir? Une chaîne de caractères, une indication. Alors, toutes les méthodes, alors jouer, doivent lever l'exception remote exception. Alors maintenant, après, si vous voulez donner la possibilité au client, par exemple, de consulter la solution, vous ajoutez une méthode. Vous voulez par exemple consulter l'historique, vous ajoutez une méthode. Donc, tout à l'heure, on va ajouter quelques méthodes pour donner plus de possibilités, mais pour le moment, la fonctionnalité principale, c'est de jouer. Une seule interface. C'est quoi l'étape suivante? L'implémentation. Donc on va créer une classe
qu'on va appeler jeu implémentation. Ça, c'est le service RMI. Alors, comme c'est un service RMI, c'est-à-dire qui est accessible à distance, on va hériter de la classe Unicast Remote Object et on va implémenter l'interface et jeu remote. Alors, ça, c'est les conditions. On aura besoin d'implémenter les méthodes, une seule méthode, et on aura besoin du constructeur. Le constructeur par défaut, parce que nous avons dit que même le constructeur, il doit lever l'exception remote exception. Bon, tout à l'heure c'était protected, on va le modifier, on va changer l'autorisation public, c'est-à-dire on peut l'instancier à partir d'un autre package. Alors maintenant, implémenter, l'implémentation. Alors cette fois-ci, nous allons supposer que l'objet jeu, une fois qu'il est créé, il a un état. C'est quoi son état? Il est défini par le nombre secret. Mais également, il est défini par un booléen qui indique est-ce que le jeu est terminé ou pas, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à l'instanciation, l'objet va générer un nombre secret. Alors, quand est-ce qu'on va générer le nombre secret? Au niveau du constructeur, n'est-ce pas? À l'instanciation. N'est-ce pas? À chaque fois que j'instancie l'objet, donc je génère le nombre secret. Alors ici, donc, le nombre secret égale à quoi? C'est mat.random multiplié par 1000. Et après, on va faire un sous-casting vers int de tout ça, de tout toute cette expression. Alors, vous voyez donc l'objet RMI, une fois qu'il est instancié, là, le nombre secret. Ou tout simplement, si vous voulez être astucieux, vous pouvez créer une méthode que vous allez appeler générer secret. N'est-ce pas? Alors ça, c'est pas une méthode qui se trouve c'est pas une méthode qui est dans l'interface. Alors, dans cette méthode-là, vous faites ça. Et après, au niveau du constructeur, vous appelez la méthode générer secret. On n'a rien changé, n'est-ce pas? Sauf que ici, c'est une méthode, vous pouvez me la déclarer private. C'est-à-dire que c'est une méthode qui ne peut être utilisée qu'à l'intérieur de la classe. C'est juste une petite cuisine. Alors pourquoi on peut faire ça? Parce qu'il se peut, par exemple, par la suite, vous ajoutez une méthode rejouer. Ça veut dire quoi rejouer? Rejouer, ça veut dire vous appelez la méthode générer secret. Donc c'est une manière un petit peu de préparer le code. Alors maintenant, la seule méthode qui est accessible à distance, c'est la méthode jouer. Ça veut dire que dans un objet RMI, il n'y a rien qui va vous empêcher d'ajouter d'autres méthodes internes. C'est-à-dire si vous en aurez besoin. Alors maintenant, jouer, ça veut dire quoi? On va faire le test. If fin égale à false, c'est-à-dire si le jeu n'est pas terminé, else. Alors s'il n'est pas terminé, donc on va faire le test. Si le nombre est supérieur au nombre secret, on va retourner votre nombre est plus grand. Else if s'il est inférieur, votre nombre est plus petit, else, alors else, voilà, félicitations. Il faut arrêter le jeu, c'est-à-dire fin égale à true. Et après, bravo, vous avez gagné. Return. Bravo. Il nous restera le else ici. C'est-à-dire, voilà, exactement. Si fin égale à true, c'est-à-dire on va lui dire je vais terminer, le nombre recherché est return. Je terminé.
le nombre secret et deux points le nombre secret. Alors pour le moment, on n'a pas enregistré l'adresse IP du gagnant. Après, on va l'ajouter, comme on a fait la dernière. Alors ça, cette partie-là, ce n'est plus la peine. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on est allé droit vers le but. Je veux créer un jeu réseau, donc forcément, voilà, le jeu, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de jouer. C'est bon? Alors maintenant, le serveur, RMI, serveur RMI. Alors cette fois-ci, pour changer un peu, tout à l'heure on a utilisé la classe naming pour utiliser l'annuaire, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on va utiliser GNDI pour voir les deux cas. Alors le serveur RMI, donc qu'est-ce qu'il fait? Il démarre l'annuaire. Donc on va utiliser le locate registry.create registry le port. Alors le serveur démarre l'annuaire RMI. Et après, alors on aura besoin de faire un try catch. On va créer le jeu, on va instancier le jeu, c'est-à-dire jeu implémentation, l'objet distant, ça c'est le jeu, égale new, jeu implémentation. Alors si vous voulez afficher la référence de cet objet-là, vous utilisez od.toString. Et après on va la publier, on va publier dans l'annuaire. Alors pour publier dans l'annuaire, comme je disais, il y a deux solutions. Soit vous utilisez naming.rebind, on va publier RMI local host 2.1099 slash le nom de l'objet. Je vais l'appeler jeu majuscule, jeu hasard, GH si vous voulez. C'est juste ça, c'est le nom de l'objet et l'objet distant OD. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de publier la référence de l'objet distant dans l'annuaire. Avec quel nom? Avec le nom GH. Alors, ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'utiliser GNDI. Alors, GNDI, ça veut dire que je suppose que je vais communiquer avec le même annuaire RMI, mais en passant par un pilote GNDI. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que GNDI, elle est faite, c'est une interface qui permet de communiquer avec n'importe quel annuaire, que ce soit un annuaire RMI, Corba, LDAP, système de fichiers, DNS, peu importe. Donc ça, c'est un standard. Alors, donc je mets ça en commentaire. Ça, on l'a fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc je l'oublie. Alors, pour utiliser GNDI, qu'est-ce qu'on va faire? On aura besoin de créer un objet initial context. Donc, context, java x.naming, ctx, égale new, initial, context. Alors, quand vous créez l'objet initial context, nous avons dit que l'objet initial context, une fois qu'il est créé, automatiquement, il va lire le fichier gndi.properties. Donc, on aura besoin de créer ce fichier-là, gndi.properties. Alors, généralement, ce fichier, il faut le trouver dans le dossier source, dans la racine du class path. Alors, dans la racine du class path source, src, new file, gndi.properties. Ça doit être bien orthographié, sinon il ne va pas le trouver. gndi.properties. Alors, qu'est-ce qu'il contient ce fichier-là? Il contient deux propriétés que vous voyez ici. Je fais un copier-coller. Alors, la première, c'est Java naming factory initial. C'est la propriété qui doit contenir, c'est le pilote GNDI de RMI. Donc ça, c'est pour cette classe-là, on l'utilise quand il y a un annuaire RMI. Mais si c'est un autre annuaire, il suffit de chercher quel est le pilote GNDI pour l'annuaire et ça devrait marcher. Et la deuxième propriété, c'est Java naming provider URL. C'est quoi l'URL? C'est RMI localhost, c'est-à-dire où se trouve l'annuaire. Bon, l'annuaire se trouve en localhost et le port c'est 1099.
Donc ça veut dire que maintenant on n'a plus besoin de spécifier dans le code Java où se trouve l'annuaire parce que tout se passe dans le fichier gdi.properties. Et dans ce cas-là, on va utiliser ctx.rebind, toujours, ou bien bind. Et voilà, le nom, c'est quoi le nom? C'est gh, et l'objet c'est odd. Vous voyez bien, au niveau du code, il n'y a pas une grande différence, sauf que généralement, c'est ce qui est plus utilisé. Pourquoi que initial context? Parce que généralement, quand vous allez faire d'autres applications distribuées, vous allez voir que vous aurez besoin parfois d'utiliser d'autres annuaires. Et pour utiliser d'autres annuaires, par exemple Corbeil et les autres, vous utilisez toujours initial context. Alors ça, c'est le serveur RMI. Donc on a pratiquement terminé le jeu. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut créer un client. Alors c'est ce qu'on va faire. On va créer le jeu, un projet, client jeu, RMI. Alors maintenant, le client, il a besoin de quoi? Il a besoin de l'interface. Pour accéder à un objet distant, on a besoin de l'interface. Alors, on a déjà vu que pour l'interface, soit que vous faites un copier-coller, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on va faire au début. Donc, ou bien vous générez le fichier .jar. On vient de voir la solution. Alors, quelle est celle qu'on devrait faire d'une manière professionnelle? C'est générer le fichier .jar. Alors, je suis dans le serveur RMI. Je vais exporter vers un fichier .jar. Donc, pour le moment, j'ai besoin uniquement de l'interface. Et je remote. Alors, cette interface-là, je vais l'enregistrer dans un fichier que je vais appeler client-jeu. Client-jeu.jar. Alors voilà. Alors maintenant, ce fichier .jar que nous avons généré, elle est là. On va... Alors la même chose, qu'est-ce qu'il contient en réalité? Il contient que l'interface. Pour le moment, parce qu'on n'a pas besoin de d'autres classes. S'il y a d'autres classes, on va les ajouter. Alors copier. Alors on va le copier dans le projet du client. Et après, il faut l'ajouter aux classes path. Alors, propriété, Java build path, add jar, client jeu. Alors, tout ça pourquoi? Parce que maintenant, on va créer on aura besoin de créer le client jeu. Alors maintenant, client jeu, on aura besoin juste d'utiliser l'interface. Mais cette fois-ci, pour accéder à l'annuaire, on va garder toujours GDI. Pour accéder à l'annuaire, à nouveau, on va utiliser contexte ctx égale new initial context. Et après, on va utiliser l'interface. Alors, l'interface s'appelle je remote. Donc, je fais appel stub égale à quoi? Égale ctx.lookup. Comment s'appelle l'objet? Au niveau de l'annuaire, c'est gh. Alors, j'ai besoin de faire un sous-casting. Et c'est terminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans une boucle, on va demander à l'utilisateur de deviner, n'est-ce pas? Le client deviner, il envoie, il reçoit, ainsi de suite. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors ici, donc, on va créer la classe scanner. Alors ça, c'est clavier égale new scanner system.in. Et on va rentrer dans une boucle. Je demande à l'utilisateur de deviner.
Et comment? Une seule fois? Ça fait. Tu appelles la méthode jouer et ça fait. Tu mets un truc. Bah, tu veux deviner une seule fois, qu'à te dire string, la réponse égale, c'est stub, point, jouer. Et après, tu mets. Alors, qu'est-ce que je fais là? Donc, regardez, donc jouer, ça veut dire que j'envoie vers le serveur combien? 300. Et qu'est-ce qu'il me retourne? La réponse. Et après, vous affichez la réponse. Ça arrive. Alors, maintenant, on va faire mieux. Je vais demander à l'utilisateur de saisir le nombre nb égale clavier.next, next int. On va jouer string réponse égale, ça c'est le proxy, le stub.jouer nb, et on affiche la réponse. C'est tout. Alors juste ici, on va, pour arrêter si vous voulez, parce qu'il y a une boucle infinie, on va faire un test. If nb égale à moins 1 par exemple. Bon, ça veut dire tout simplement pour quitter, on va juste, une fois qu'il va saisir moins 1, il va quitter, mais sinon on va rester toujours au niveau ça. Alors vous voyez, donc ça c'est le jeu, le client qui communique avec le serveur. Tu peux faire aussi par rapport à la réponse. Comment? Par rapport à la réponse. Le test, ouais, par rapport à la réponse. Oui. Alors vous pouvez tester par rapport à la réponse, c'est-à-dire vous reprenez la même chose jusqu'à ce que la réponse soit bravo, soit jeu terminé. Par exemple, parce on que peut faire pour le cerveau un nombre de oui. Alors, s'il arrive à son essai, alors maintenant, vous savez ce qui m'intéresse ici, comme la dernière fois, ce qui nous intéresse, c'est juste de voir le principe. Ça veut dire que l'application qu'on a créée avec les sockets, on va juste la faire avec RMI. Alors, et du coup, donc, maintenant, on aura besoin de tester. C'est bon? Alors, pour tester, on peut tester on va exécuter le serveur. Donc, le serveur, il est là. Donc, run as Java serveur. Bien, ça c'est bien. Une exception, ça fait toujours du bien. Alors, il vous dit ça. Address already in use. Ça veut dire que le numéro de port, il est déjà utilisé. Alors, pourquoi en fait, tout à l'heure, si vous vous rappelez, nous avons démarré un serveur sur ligne de commande qui a démarré l'annuaire sur le port 1099. On va l'arrêter. Le serveur RMI, il démarre. Le client. Alors le client, je RMI, il y aura une exception. Bah, pour le moment, il n'y en a pas, mais une fois que je vais saisir le nombre, votre nombre est plus grand. Alors c'est un peu bizarre. C'est pas bizarre, mais ça ne devrait pas marcher. Alors comme ça marche, il faut trouver une explication scientifique, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ça ne devrait pas marcher? Regardez bien. Alors j'arrête le client. Pourquoi ça ne devrait pas marcher? Parce que dans le client, j'ai utilisé new initial context. Or, dans le projet client, il n'y a pas de fichier gndi.properties. Parce que s'il n'y a pas de fichier gndi.properties, ben, il va vous dire la propriété telle n'a pas été trouvée. Donc, a priori, le client ne pourra pas savoir pour le moment où se trouve l'annuaire. N'est-ce pas? Normalement, pour que ça marche, il faudrait que ce fichier gndi.properties, il faut également le copier dans le dossier source. N'est-ce pas? Alors, sauf que pourquoi ça marchait? Ça marchait parce que tout à l'heure, on n'a pas fait attention. On a généré le fichier client.jar. Ça veut dire que dans le client.jar, il y a le fichier gndi.properties. Alors, on va le vérifier.
C'est la seule raison. C'est la seule explication scientifique. Alors, ici, si vous mettez .zip, extraire. Alors, client jeu, est-ce que vous voyez? Ça veut dire dans le fichier .jar, il y a gendir.properties. Alors que normalement, ça ne devrait pas faire ça. Le fichier gendir.properties, il doit être à l'extérieur, comme ça on pourra changer, on va mettre l'adresse IP de la machine qu'on veut, n'est-ce pas? Alors si vous voulez, maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne marche pas? Parce que le problème c'est que ça marche. Voilà, on va régénérer le fichier client.jar et on reprend. Voilà. Alors pour que ça ne marche pas, il faudrait qu'on génère le export jar file. Ça c'est au niveau du serveur. Alors quand vous avez pris ça, il faut le désactiver. C'est-à-dire je ne le veux pas dans gendir.properties. Dans je veux que l'interface. Voilà. Et le fichier .classpath et tout ça, on n'aura pas besoin. Donc en réalité, c'est à vous de spécifier qu'est-ce que vous voulez mettre dans le fichier .jar. Je vais l'écraser. Alors vous voyez donc le nouveau fichier. Notre nouveau fichier .jar, on va le regarder quand même. Je mets le .zip juste pour regarder. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient que le package et l'interface. Bon, ça c'est mieux. Alors je remets l'extension .jar. On va le copier. Côté client, on va supprimer l'ancien. Et on va le coller. Alors bien sûr, il est déjà ici parce que tout à l'heure on l'a ajouté, donc on a supprimé le fichier, mais il est toujours dans le classpath. Alors maintenant on réexécute le serveur, on exécute le client pour que ça ne marche pas. Voilà, ben, c'est l'exception que je voulais vous montrer. C'est ça, not initial context exception. Alors quand vous voyez ça, ça veut dire quoi? Il vous dit need to specify property Java naming, voyez, Java naming factory initial. Parce que pour lui, pour savoir, pour utiliser l'annuaire, il a besoin de savoir quel annuaire tout d'abord. Et cette propriété-là, il faut l'avoir dans le fichier gdi.properties. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le même fichier et on va le créer à nouveau chez le client. Et le fichier gdi.properties, il contient cette propriété Java naming factory initial. C'est bon? Alors maintenant, on va exécuter le client et ça marche. Alors après, on va commencer à deviner. 800, votre nombre est plus petit. 900. Alors maintenant, est-ce qu'on peut lancer un autre client? Oui. Un deuxième client. Un troisième client. Vous pouvez le faire sur ligne de commande. Maintenant, il y a 3 clients qui sont connectés. Alors, je devine. Votre nombre est plus petit. 999. Il est plus grand. Alors, je reviens vers l'autre client. Vous savez, il y a 3 clients qui jouent en parallèle. 6. C'est faux. 5. C'est faux. Alors, maintenant, on cherche la solution. Je suis dans l'autre client. 977. 978. Alors, on n'est pas de bons joueurs, hein, n'est-ce pas? 950. Alors, il y a un autre client qui joue. 950.
Ça, c'est le résultat. Alors, maintenant, bravo, vous avez gagné, mais il y a un autre qui va jouer quand même. En parallèle, il y a les autres joueurs qui vont jouer. Ils vont deviner. Le jeu est terminé, le nombre recherché est tel. Alors, et après, vous quittez, vous mettez -1. Bon, pour lui, ça, c'est il quitte. N'est-ce pas? Alors, ça serait bien aussi d'exécuter donc le jeu sur ligne de commande, n'est-ce pas? Et maintenant, vous savez comment faire. Du moment qu'il y a un fichier .jar, vous faites le travail. Alors, si vous voulez, ça, c'est juste un petit exemple pour juste mettre en quelque sorte en parallèle ce qu'on a fait avec les sockets et ce qu'on fait avec RMI. Alors maintenant, ce que vous pouvez par la suite ajouter, d'ailleurs, vous aurez dans le TP, dans l'énoncé, on voudrait garder l'historique. C'est-à-dire, je joue, mais à la fin, quand le jeu est terminé, il va m'afficher l'historique. Alors, comment garder l'historique? Il est clair que ici, dans le jeu, il faut créer une liste dans laquelle je vais stocker à chaque fois les essais. Alors, pour faire la différence entre les différents clients, on aura besoin de saisir le pseudo de chaque client. Donc, ça, c'est autre chose. Et après, par la suite, vous aurez besoin de rechercher des informations. En tout cas, vous commencez à regarder un peu, mais ça, vous trouverez dans l'énoncé, dans le support, dans l'énoncé du TP, vous trouverez justement le jeu à faire, mais c'est juste la suite de ça. D'accord? Alors, si vous avez des remarques, alors ici, donc, c'est juste une question. Comment garder le gagnant? Parce que pour le moment, on n'a pas gardé le gagnant. Donc, on aura besoin d'utiliser l'adresse IP. Alors maintenant, pour récupérer l'adresse IP, vous savez que vous avez hérité de la classe Unicast Remote Object. N'est-ce pas? Et dans la classe, si vous faites appel 10 points, regardez, vous accédez à des méthodes. Alors vous avez getRef, get client host. Vous aurez quelques méthodes dans lesquelles que vous héritez de la classe Unicast Remote Object que vous pourrez utiliser pour pouvoir récupérer des informations sur le client. Alors ça, je ne vais pas le faire parce que de toute façon, je vous laisserai vous-même par la suite faire ça. Alors juste si vous avez des questions. Non?